sujet là maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner les jeunes artistes dans leur professionnalisation, qui peut le faire et comment, avec quels moyens. Donc pour en discuter, j'ai Christiane Louis à ma gauche, qui est responsable des ressources métiers à la Philharmonie de Paris. C'est une des activités qui est peut-être la moins connue de la Philharmonie de Paris. C'est qu'à l'intérieur de la Philharmonie de Paris, il y a une médiathèque qui est un centre de ressources professionnelles, mais pas que. Donc il y a des CD, il y a des partitions, mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages sur la culture musicale, l'organologie, les sciences de l'éducation, les sciences humaines, les politiques culturelles, les métiers de la musique et j'en passe. Et donc la médiathèque, à côté de ça, a aussi développé une activité d'information, de conseil et d'orientation et de formation aussi. Donc Christelle va nous parler là juste après. Et après on a Zoé qui est jeune aussi, donc elle est bien placée pour nous en parler, pour nous parler de ça. Contrairement à moi, qui me suis. Je ne vous permettrai pas. Mais Zoé qui a fait le master de la Sorbonne, pour le coup pas celui de Dauphine. Et à l'issue de ce master, enfin en projet final de ce master, tu as fait un projet avec la MC93 qui s'appelait Scénoscope, si je ne dis pas de bêtises, et qui, avec d'autres camarades, vous a permis de vous rendre compte qu'effectivement l'insertion des jeunes compagnies, l'insertion professionnelle des jeunes compagnies était un vrai sujet qui méritait de s'y intéresser et d'aider, en tout cas pour lesquels les jeunes avaient besoin d'aide. Donc vous avez créé... Excusez-moi, vous avez pu lancer. Ouais, il est bien lancé, merci. Vous avez créé un dispositif à 4 qui s'appelle En Rappel, qui est donc un dispositif d'accompagnement avec des formations aussi, mais on va en parler après, avec des formations, mais qui aboutit à un festival où vous produisez en fait des spectacles dans plusieurs lieux. Donc il y a un côté diffusion aussi qui est intéressant. Ça va vraiment jusqu'au bout de la démarche. Donc ce sujet de l'insertion professionnelle des jeunes, c'est un sujet qui est effectivement pas forcément propre aux artistes d'ailleurs, parce que c'est un peu les mêmes sujets pour les jeunes professionnels, quand vous serez jeune diplômé aussi, formation continue c'est un peu moins le cas, mais pour les jeunes qui sortent de formation initiale, c'est aussi un sujet de s'insérer dans un milieu professionnel. Pour les artistes, peut-être que la particularité, c'est qu'ils vont devoir eux-mêmes construire leur projet pour la plupart, enfin pour beaucoup d'entre eux. Et donc construire ce projet, ça demande quand même des efforts un peu particuliers et aussi de l'aide et de trouver des financements. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de voir ensemble. Déjà, je vais peut-être vous laisser présenter un peu plus en détail chacune, toutes les deux, vos démarches en fait d'accompagnement sur ces problématiques-là. Je commence. Bonjour, merci François de cette invitation. Nous sommes collègues. Il n'a pas dit. Il revient à la Philharmonie. Je l'ai connu dans un temps antérieur, il est très jeune. Et comme moi, ça fait très longtemps que je travaille à la Cité de la musique Philharmonie de Paris maintenant. Donc oui, je peux aussi baser sur à peu près 29 ans maintenant de travail autour de ces questions. Mais ça a mis un moment avant d'émerger, on va utiliser ce terme. Et nous, notre entrée au départ était vraiment l'information. C'était très vague. Mon cahier des charges était on ne peut plus vague. Ouverture de la Cité de la musique, il n'y a rien dedans. Le musée n'est pas ouvert, il n'y a pas de librairie. Il y a un seul lieu ouvert qui s'appelle un centre d'information musique et danse. Il n'y avait pas encore le CND, Centre national de la danse. Et qui était supposé être un peu un lieu d'accueil pour qui cherche, qui veut faire de la musique. Enfin, c'était extrêmement vague. Je viens du monde de la recherche et les moyens qu'il y avait à l'époque m'ont beaucoup étonnée. Donc on était assez richement dotés pour une mission qui était extrêmement vague et que, vu mon parcours professionnel, m'intéressait à c'est très bien les études et je fais quoi avec. D'autant plus qu'on a été le seul lieu ouvert au public pendant au moins 2-3 ans et que la question c'était pas « Oh, je voudrais faire de la musique en amateur, faire du quatuor à cordes le dimanche après-midi dans mon salon. » C'est pas trop la tendance, donc c'est plutôt « Je joue, je veux jouer, où est-ce que je peux jouer ?» Et donc assez rapidement on a commencé à travailler autour d'une question un peu plus vaste et non pas le scindé amateur-professionnel qui est quand même un débat un peu, j'ai envie de dire très franco-français déjà. Et donc plutôt, qu'est-ce que je fais avec des diplômes, pourquoi j'ai besoin de diplômes, à quoi ils me servent, etc.
Donc nous, notre entrée a été d'abord l'information. Qu'est-ce qui existe comme étude? Et ça a été très vite, au-delà de musiciens ou autres, tous les métiers qui pouvaient être en lien avec la musique. Ça s'est révélé d'autant plus évident qu'on ne fait pas qu'une chose. Je pense que ma collègue camarade Zoé va le confirmer. Imaginer vivre que de concerts, c'est vraiment une utopie totale. Quand bien même ce serait le cas, c'est intenable. Et donc je n'ai encore jamais vu personne qui, de 22 ans à 75, ne fait que des concerts dans sa vie. Donc forcément, on fait aussi d'autres choses. On varie. Très rapidement aussi, on doit effectivement trouver ses propres concerts, au moins démarrer comme ça. Personne ne va venir vous piocher à la sortie même des prestigieux conservatoires pour s'occuper de vous. Donc assez rapidement, cette question du projet est arrivée et une façon de répondre, puisque nous étions au départ sur l'information, mais moi je ne pouvais donner d'information qu'à partir du moment où je savais ce que les gens cherchaient. Je voudrais faire de la musique, je voudrais être musicien professionnel, ça ne me dit strictement rien. Donc quoi, comment tu vois ça, comment tu imagines les choses, et ensuite on peut essayer de construire. Et ça a donné au fur et à mesure donc des formations professionnelles, une formation certifiante maintenant qui est autour de la construction d'un projet artistique et culturel, nous reviendrons sur le et culturel qui est un enjeu central, et des interventions répétées depuis maintenant 15 ans à peu près auprès des conservatoires. Alors ça va aussi bien des conservatoires type CRR, conservatoires donc de niveau initial disons, et conservatoires supérieurs, toujours un peu dans l'idée qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique, qu'est-ce qu'on peut faire autour de la musique, et comment aussi on peut développer, ou en tout cas s'appuyer sur des compétences artistiques pour vivre de son art. Donc moi je ne sais pas comment on devient star, je ne sais pas comment on devient vedette, c'est très clair, je suis dans le spectacle vivant, donc faire du buzz sur internet, l'industrie musicale, c'est pas du tout notre domaine, on est dans le spectacle vivant, c'est comme ça que les artistes gagnent leur vie, sur scène et avec des cachets. Donc ça va être notre entrée et elle est quand même assez circonscrite. Zoé, du coup, pour le et nous, en rappel, c'est un peu plus récent, du coup. C'était il y a 3 ans, on s'est rencontrés, nous, les membres du dispositif en rappel, parce qu'on est on s'est rencontrés dans le cadre de notre master métier de la production théâtrale à la Sorbonne Nouvelle. Et c'était sur l'année 2020-2021, qui du coup a été une année marquée par la crise Covid, notamment, et par les occupations des théâtres. Il y a pas mal de jeunes, et notamment de jeunes artistes qui ont occupé des théâtres cette année-là. Ce qui a été un peu un moment clé de mise en lumière de la précarité de ces jeunes artistes. Et du coup, on avait cet événement étudiant organisé pour finaliser notre master, qui s'appelle le Cénoscope. On avait comme partenaire la MC 93, qui est un lieu, très gros lieu d'Île-de-France et très institutionnel. Et on a décidé que ce Cénoscope, cet événement, se tournerait vers la question de l'émergence, où on avait envie de programmer des compagnies émergentes et de s'intéresser à la question de l'émergence lors de tables rondes, de discussions, d'ateliers et tout ça. Et ce qui a conclu notre événement, c'était une table ronde avec comme invité notamment Laurent Roturier, qui est directeur de la DRAC Île-de-France, qui a salué notre initiative et qui, l'issue de cette table ronde, c'était vraiment de se dire qu'il serait intéressant qu'il existe un dispositif pérenne pour les compagnies émergentes, notamment en Île-de-France, puisque c'est un lieu de grande concentration de compagnies. C'est un peu un passage obligé pour beaucoup d'artistes. En tout cas, il y a beaucoup de compagnies et beaucoup de jeunes artistes, beaucoup de formations aussi, beaucoup d'écoles. Donc on s'est dit ça à la fin de cette table ronde et forte de cette conclusion, on a monté d'abord à plus puis à 4 ce projet-là qui s'appelle En Rappel et qu'on mène depuis 3 ans maintenant sous la forme, tu l'avais dit, d'ateliers, qui sont des ateliers de partage de compétences et d'expériences sur les questions d'administration, de production, de diffusion et de projets avec les publics. Ce sont des ateliers ouverts à tous et à toutes, qui sont gratuits. On a fait déjà 2 cycles de ces ateliers-là, on en fait à peu près 5 par an. Donc on a fait un 2e cycle l'année dernière et on va commencer le 3e cycle là à la rentrée en janvier. Voilà, et parallèlement à cette activité-là, en fait, on a mis en place en octobre 2022 un questionnaire de repérage qui nous, à la fois, nous aide pour la partie programmation, pour la partie festival sur laquelle je vais revenir, mais qui est aussi, un moyen pour les compagnies de se recenser un peu elles-mêmes. L'idée avec ce questionnaire, c'est qu'on puisse à la fin faire des statistiques sur l'état des compagnies émergentes en Île-de-France, sur comment vont les jeunes artistes en Île-de-France, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, donc ce questionnaire est double et grâce à ce questionnaire-là, on a pu donc rencontrer beaucoup de compagnies et faire une programmation pour le volet festival de notre dispositif qui a eu lieu en octobre dernier, où on a effectivement programmé 4 compagnies dans 4 lieux différents en Seine-Saint-Denis et à Paris. On a également organisé des rencontres professionnelles
sur la question de la programmation. Et la question de la table ronde était qu'est-ce qu'une bonne programmation? Question assez vaste, on s'est intéressé à ça. Voilà ce que je peux dire. Merci. Et c'est un mot que vous avez employé toutes les deux à un certain moment, le terme d'émergence. Est-ce que ça vous semble approprié? Est-ce que ça ne recouvre pas des réalités qui sont assez disparates en fait sur les compagnies et les artistes, les profils? Alors c'est une terminologie qui est courante. Aujourd'hui, ça fait partie de la doxa depuis un certain nombre d'années. Je ne suis pas sûre qu'il y a 25 ans, on utilisait totalement ce terme. Il vient beaucoup des musiques actuelles, à vrai dire, et les musiques. Donc moi, je travaille essentiellement avec le monde classique, contemporain, jazz, gros paquet, parce que c'est très très lié. Ça n'exclut pas du tout les artistes du spectacle vivant côté musique actuelle, mais il faut que ce soit spectacle vivant. Donc ça élimine quand même beaucoup de choses des musiques actuelles. Donc vraiment, c'est pas du tout du côté de l'industrie musicale, des musiques commerciales. Et donc, oui, émergence, en fait, il faut vraiment se baser sur l'étymologie du terme, quoi. Quelque chose qui est déjà né. Et ça regroupe un peu ce que l'on disait. Il faut déjà avoir un minimum d'expérience pour pouvoir commencer à être identifié. Parce que si on est en dessous du sol, c'est très compliqué de vous identifier. Donc de fait, ça demande un certain nombre de critères qui sont relativement légers, mais pour la danse, par exemple, d'avoir déjà une ou deux productions. Pour la musique, d'avoir déjà un minimum de choses, ne serait-ce qu'un EP, par exemple, ou des parrainages. Donc de faire la preuve qu'on a déjà entamé quelque chose. Si on n'a rien fait du tout, c'est impossible de démarrer. Donc le démarrage, ça vient forcément de soi-même. C'est pour ça qu'on va parler de financement, et moi je vais être hyper claire. Au début, non, n'attendez pas d'argent. Pour votre premier projet, vous le faites avec les moyens que vous pouvez trouver. Personne ne va vous en donner. Il faut déjà faire un minimum ses preuves, d'où être identifié comme émergent, il faut déjà avoir un peu émergé. Donc, j'aimerais dire qu'effectivement, ce n'est pas l'agent ou le manager qui arrivera bien plus tard. Ce n'est pas lui qui fait le trou dans le sol, qui met la graine, qui attend, qui arrose. Non, il faut déjà qu'il y ait une petite fleur qui commence pour que là, on puisse vraiment accompagner. Je ne sais pas ce que Zoé va... Non, c'est intéressant. Oui, émergence, c'est un peu un terme dans lequel on met beaucoup de choses. Et pour avoir participé à pas mal de rencontres sur l'émergence, c'est une question qui revient dès qu'on commence à se la poser de qu'est-ce que ça veut dire réellement. Et en fait, les acteurs et les actrices de l'émergence, souvent, ont un peu leur propre définition. C'est intéressant que vous disiez au moins une ou deux productions. Nous, on rappelle, c'est pas du tout quelque chose qu'on ferait rentrer dans émergence. Nous, on rappelle très spécifiquement, on s'est dit que l'émergence dont on voulait parler, dont on voulait s'occuper, c'est le moment de l'insertion professionnelle. Et donc, il fallait mettre des critères à un moment donné. On s'est dit que les porteurs-porteuses de projets devaient avoir moins de 35 ans. Voilà. Et donc, c'est voilà, le moment de l'insertion professionnelle, a priori, ça fait ce moment-là. En fait, on peut être émergent longtemps. Il y avait, et tu les avais rencontrés à cette rencontre, on rappelle les Pirates du spectacle vivant, qui sont un collectif qui s'intéresse à notamment la terminologie, voilà, beaucoup de choses pour aider ce secteur-là et pour aider les gens de l'émergence. Eux parlent d'immerger plutôt, et donc d'utiliser une autre terminologie aussi qui rend parfois les choses moins infantilisantes, parce que l'émergence, ça peut être aussi un faire valoir des lieux pour, par exemple, payer moins les artistes, ou pour que ça rentre dans une case à un moment donné de « Ah ben si, on s'est intéressé aussi à la jeunesse, on a mis de l'émergence », et en fait ça veut pas forcément dire grand-chose. C'est quand même un terme très vaste qui veut pas dire grand-chose et que tout le monde peut un peu tordre à sa sauce, ou que tout le monde comprend d'une manière ou d'une autre. Voilà. On le voit aussi du côté des financeurs, puisqu'on va parler de financement après. Dans les dossiers d'accompagnement à l'émergence, il y a un peu de tout et de n'importe quoi dans les critères, que ce soit sur les dossiers DRAC ou les organismes de gestion collective de droit qui ont chacun et chacune leur propre définition de l'émergence aussi, et ils n'ont pas forcément du tout les mêmes critères non plus. Oui, c'est très ambigu. Nous, on travaille beaucoup avec un dispositif, donc on s'intéresse énormément au dispositif d'accompagnement, Jazz Migration, qui met l'émergence, mais bon, c'est des gens qui sont ultra professionnels depuis 10 ans. Effectivement, ils ont une moyenne d'âge de 35 ans, donc, et le groupe est nouveau. Mais eux, ils sont vraiment dans le métier déjà depuis facilement 5-6 ans. Et on peut les retrouver, un coup ils sont dans le lauréat, un coup ils sont dans le finaliste, ça bouge, etc. Donc le critère est très très très
est très adapté. En fait, c'est un critère de dispositif. Dans mon univers à moi, en tout cas, c'est un critère de dispositif. On va aider des personnes dont on présuppose et qui ont quelques éléments faisant croire qu'il y a du potentiel pour le développement de leur carrière. Ce potentiel peut être extrêmement subjectif ou bien, comme tu le dis Zoé, un certain nombre de critères. Et effectivement, dans les différents secteurs, musique ancienne, jazz, ce qui est intéressant, c'est un peu de les comparer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points communs, finalement. Plus dans des logiques, finalement, des logiques de public, des logiques de lieu, des logiques de diffusion et de production, que dans des séparations esthétiques. C'est ça qui est intéressant. Et donc, effectivement, chacun va avoir sa notion, mais il faut qu'il y ait quand même déjà quelque chose. Il faut qu'on ait pu au moins repérer quelque chose. Si on n'a rien fait, ça va être très compliqué. Donc, c'est pas forcément professionnel. J'ai des grands débats avec les étudiants sur leur expérience. C'est type professionnel, c'est pas type professionnel. Bon, moi, à partir du moment où ils sont en public et ils assurent ce qu'ils ont assuré, ils sont dans une posture professionnelle. S'ils sont à payer ou pas payer, parce que sinon c'est à l'infini. Je dis, alors le public n'a pas payé, donc vous jouez moins bien, puis il a payé que 5 €, alors c'est moins bien que si on a payé 150, c'est ridicule. Donc, mais cette question-là aussi d'identifier ce qu'est une expérience professionnelle, ben, elle est aussi très subjective et c'est intéressant de la croiser. Je sais pas si oui, c'est ça. Et puis sur le terme de l'émergence aussi, ça pose la question de quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, est-ce qu'il y a vraiment une fin à l'émergence, parce que même si nous, du coup, on considérait plus qu'une première et deuxième production, on commence à pouvoir sortir de l'émergence, mais en fait, peut-être qu'au bout de la cinquième, il n'y aura toujours pas assez de financement, toujours pas assez pour pouvoir grandir un spectacle, faire dans d'autres salles, dans d'autres proportions. Du coup, quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça commence, quoi. Et par rapport au questionnaire que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà pu ressortir un peu des tendances sur les compagnies qui ont répondu? Oui, on a déjà, en fait, le questionnaire, du coup, il y a 123 personnes hier soir, en tout cas, qui avaient répondu à ce questionnaire, ce qui est déjà assez réduit sur le nombre de compagnies qui existent en Ile-de-France et même dans les compagnies émergentes. Et il y a plus de 55% des répondants au questionnaire qui sortent d'écoles privées. Donc c'est quand même c'est une typologie de répondants particulière. Nous, on a envie là, on est sur un travail de comment de le diffuser autrement pour qu'on ait un panel de compagnies beaucoup plus différentes et qui sortent de plein d'autres formations que d'écoles privées. Bref, ceci étant dit, la partie questionnaire, enfin la partie donnée un petit peu du questionnaire, on s'intéresse notamment alors à où ils en sont économiquement et dans la compagnie et eux-mêmes en tant que porteuses de projets. Et on a remarqué qu'il y a plus de 50% de ces personnes qui sont inscrites au régime de l'intermittence, qui bénéficient déjà du régime de l'intermittence, mais plus de 70% d'entre elles ont quand même un travail alimentaire à côté pour compléter cette intermittence-là. Donc ils sont effectivement au moment de l'insertion, quoi. On arrive et déjà rentrer dans le système de l'intermittence, c'est un challenge pour beaucoup de jeunes artistes, hein. Ça prend du temps et ils nous donnaient aussi les chiffres de au bout de combien de temps ils sont arrivés. Et le chiffre qui revenait le plus, c'était quelque chose comme 40 mois, je ne sais même pas qu'on comptait en mois, mais 40 mois, ce qui est quand même très très long comme temps. Donc c'est au bout de plusieurs années qu'on peut rentrer dans l'intermittence et même quand on y est, on a encore un job alimentaire à côté. En tout cas, c'est les tendances qui reviennent et c'est des compagnies qui pour autant ont pu avoir des premières subventions, ont pu rémunérer une partie du travail des artistes. J'avais noté ça aussi, c'est quelque chose comme 60% qui ont pu rémunérer une partie du temps de travail, mais 10 à 25% de ce temps de travail-là. Donc vraiment pas la totalité, quoi. Voilà, ça c'est les tendances qui reviennent. Donc ça nous a vraiment conforté sur les a priori qu'on avait sur la précarité de ces personnes-là. Le questionnaire met aussi en évidence le fait que beaucoup d'entre eux et d'entre elles ont investi de l'argent en personnel. Et on parle de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros, ce qui est possible aussi parce que du coup ces personnes-là sortent d'écoles privées, donc c'est déjà a priori des gens qui ont plus de patrimoine économique a priori. Voilà. Et en fait, nous, les statistiques, là, donc on aimerait qu'il y ait encore plus de répondants et de répondantes évidemment à ce questionnaire. On est vraiment en train de faire un travail là-dessus. Et à terme, l'idée aussi, c'est de pouvoir s'entourer de quelqu'un en recherche qui puisse réellement les analyser. Nous, on sait faire des Google Forms, mais on ne sait pas très bien analyser ensuite les données, que quelqu'un puisse s'en saisir et peut-être même mener une étude sur cet endroit de précarité de l'insertion professionnelle. On va revenir sur la précarité. Moi, je voulais revenir déjà sur un premier point que tu as évoqué aussi sur le point de la formation, de l'enseignement artistique. Est-ce que vous pensez que l'enseignement tel qu'il est fait là en France accompagne justement bien les jeunes artistes dans leur insertion professionnelle?
En ce qui concerne le secteur de la musique, on ne peut pas dire. En fait, il y a un échange tout à fait équivalent. Musique actuelle, peu de formation, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de mise en œuvre, et donc une activité, après qu'ils en vivent ou pas, c'est un autre débat, mais enfin en tout cas on joue, on sait comment faire. Musique classique, jazz, c'est la même chose. C'est les mêmes parcours, c'est les mêmes formations, ils sortent tous les plus au conservatoire, ils sont tous blindés de tout ce qu'on veut. Longue formation, très excellente formation, ce qui aide quand même beaucoup, parce que justement ils savent faire beaucoup de choses, et donc ils sont a priori à même de pouvoir assurer. Mais alors l'accompagnement, même la formation, la seule qu'ils ont, c'est par moi. Et par ma collègue Geneviève, on est deux. 3 heures, 2 fois 3 heures en 5 ans, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est autant dire minimaliste. Et en quoi ça consiste ? Déjà, prendre conscience un peu, c'est notre sujet, un peu d'un écosystème du spectacle vivant, un petit peu comment ça marche, qui finance, comment, pourquoi, qu'est-ce qui est attendu, comment fonctionnent les programmateurs. Un programmateur n'est pas là pour programmer ce qu'il trouve chouette, ce n'est pas son boulot du tout. C'est répondre à un certain nombre de contraintes, de critères, de cahiers des charges. Ça ne veut pas dire qu'il programme des choses qu'il n'aime pas, mais ça veut dire que c'est vraiment pas la première entrée. Comprendre, connaître les réseaux professionnels, les identifier, donc à la fois pour s'y faire connaître ou s'en faire connaître et récupérer des informations. Les dispositifs qui peuvent aider. Donc là, on ne parle pas encore d'argent, on parle d'accompagnement. C'est beaucoup plus important. Parce que là, on vous donne de l'argent, si vous ne savez pas très bien où vous allez, c'est sympa, vous allez le dépenser, et en général pour rien. Donc il vaut beaucoup mieux quelque chose qui soit de l'accompagnement, comme ce qui est proposé, des dispositifs qui prennent en charge en général une partie autour de la structuration. Et nous, on fait ça aussi un petit peu. La base déjà. Et puis ensuite, du travail de diffusion. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ça existe en jazz. Jazz Migration fait un boulot extraordinaire. Ça arrive pour certaines disciplines, je pense à la musique ancienne. Musique classique, c'est déjà beaucoup plus rare. Nous, on va vraiment aller piocher les académies ou même les concours qui offrent aussi, pas juste, c'est formidable, vous allez avoir 3 concerts, 10, 20, ce qui, à nouveau, si on fait rien d'autre, au bout de 3 concerts, 10, 20, c'est tout, quoi. Si on n'a pas du tout travaillé, voilà, on ne va pas vous réinviter toutes les 3 semaines. Donc, comment anticiper, comment aussi avoir un projet. Et un projet, ça veut dire concrètement, qu'est-ce que j'imagine. Et nous, on est très barbants, j'adore dire ça, on est très embêtants parce qu'effectivement, on passe beaucoup de temps à questionner. Tu veux monter un ensemble, non pas pourquoi, mais comment. Comment tu le vois ? Ce serait comment ? Il ferait quoi ? Il jouerait où ? Etc. Ça, c'est vraiment l'accompagnement au projet. Toi, tu vas travailler un peu après, on va dire, et nous, on va être déjà passé, c'est un peu notre formule, passer d'une idée à un projet. Et ça donne une formation pour, en fait, envisager non seulement ce que l'on veut faire, déterminer des objectifs, avec qui ça va intéresser, parce que tant qu'on n'a pas ça, on va pédaler dans le vide, quoi, obligatoirement. Donc, c'est juste une façon d'accompagner, d'obliger un petit peu mécaniquement les gens à avancer dans leur questionnement. Et en fait, nous, notre, entre guillemets, valeur ajoutée, c'est un petit peu ça. Valeur autre ajoutée, c'est qu'on est permanent, on est en permanence aussi. On peut venir nous voir, on a une permanence le mercredi après-midi à la médiathèque, ouverte, gratuite, n'importe qui, et on peut aussi répondre. Et l'autre avantage, c'est que quand on n'est pas expert spécialement d'une chose, mais qu'on est spécialiste d'information, on ne sait pas tout. Si on ne sait pas, on cherche. On cherche avec les gens. Et comme on n'a pas de réponse toute cuite, et qu'on fait vraiment un travail forcément individuel, parce que même le violoniste et le A et le violoniste B, le violoniste C, il va bien falloir qu'ils trouvent quelque chose de spécifique à dire, à part qu'ils ont un beau diplôme du CNSM de Paris, ce qui en soit une excellente chose, mais très très loin d'être insuffisant aujourd'hui dans le monde professionnel. Oui. Je pense que c'est la même chose, même quand tu sors des meilleures écoles de théâtre. Oui, et puis je suis d'accord avec toi, où ce que les artistes peuvent nous dire quand ils sortent d'une école, c'est qu'ils ne savent même pas où chercher l'information, en fait. Que les écoles sont, et que ce soit public ou privé, sont vraiment pas à la hauteur sur leur donner les clés de comment ensuite, à l'issue, pour être des interprètes, ils ont les clés, puisqu'ils ont eu leur formation artistique, mais pour être porteurs ou porteuses de projets, ils n'ont absolument pas les clés sur comment maintenant je peux monter un projet, par où je m'y prends, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire, comment on structure tout ça, et ils ne savent pas non plus où trouver les informations, et c'est ça qu'on essaye nous de développer avec On Rappelle et avec ces ateliers-là, c'est
de toute façon, les choses bougent tout le temps. Enfin, là, sur nos 2 cycles d'ateliers, on l'a vu, on a beau leur donner, mais même des grilles de minima, du syndiac, ça n'a aucun intérêt puisque ça bouge tous les ans. Ça bouge tous les ans. Mais l'intérêt, c'est de leur montrer où, ce qu'on essaye de faire en tout cas, c'est de leur donner des clés de où on peut trouver les informations tout le temps et de se mettre dans des dynamiques de réflexion et de recherche de où est-ce que je peux avoir de l'information qui va continuellement changer et où est-ce qu'on trouve des subventions qui ne seront jamais les mêmes et qui ne reviendront pas d'une année sur l'autre. Et voilà. Et vraiment que c'est ce qu'ils ont dit aussi dans le questionnaire, hein, qu'ils n'ont pas eu d'accompagnement. Ils n'ont pas eu de formation ou d'atelier pendant leurs études et il n'y a pas assez d'accompagnement, en tout cas à la fin de... Ils ont eu rarement eu d'atelier, mais ils n'ont pas eu d'accompagnement à la fin de leur diplôme et que c'est vraiment un saut dans le vide, quoi, après ces études-là. Et alors, je vais préciser une chose très intéressante aussi, c'est que moi, j'interviens depuis des années au cours de leur formation. Ça ne percute pas du tout. Ouais. Ça fait 15 ans qu'on passe dans tous les sens, alors en 2e année, avant de rentrer au conservatoire supérieur ou un supérieur quelconque, ou alors vraiment rien ne marche. Ça ne marche que quand on est en train de construire quelque chose. Et là, brusquement, ah oui, parce que tous les jeunes gens là, de Jazz Migration, ça aurait été tellement bien qu'on ait tout ça, ce que l'on fait. Vous l'avez eu. Vous l'avez juste eu, mais juste ça, vous intéressez pas du tout, ce que je peux comprendre. Mais ça, c'est un vrai problème. Oui, à quel moment passer des informations? Et à mon sens, je termine juste là-dessus et je vous laisse parler, à mon sens, ça ne peut marcher que s'il y a, dans le cours de la formation, et il n'y a pas, la mise en œuvre d'un projet. Parce que là, effectivement, en réalité, pas juste chez mon récital, dans mon jury, je mets en œuvre un projet. Et il n'y a pas du tout ça dans les conservatoires pour des tas de raisons diverses et variées. Mais en tout cas, tant qu'on n'est pas confronté à j'ai un spectacle, un concert, j'aimerais le montrer, le diffuser, le faire... on peut raconter tout ce qu'on veut. C'est pas le moment, c'est jamais le moment. Puisque vous êtes à la Cité de la Musique, pour avoir été étudiant au CNSM, on a eu pendant très longtemps des directeurs qui disaient qu'ils n'étaient pas là pour former des gens qui iraient, alors à l'époque, à la NPE ou pour être intermittent. Comme si être musicien ou danseur était décorrélé de l'activité professionnelle. Tout à fait. Ce qui paraît assez dingue, alors que vous êtes de l'autre côté de la place. C'est très récent en fait les échanges, alors que ce site existe depuis 89, 92. De ma génération, je ne suis pas si vieux, on n'a pas eu du tout l'occasion d'avoir ces dispositifs que vous décrivez. Mais c'était un dispositif minimaliste et j'ai mis un petit moment avant, et ça fait longtemps déjà, avant de dire. Et sur quoi était mon argument? En fait, j'en avais 2. Un, modèle des musiques actuelles, un petit peu ce que j'ai dit. Mes modèles des anglo-saxons, j'avais été faire une petite visite d'excursion de ce qui se passait à la Guildhall, à la Royal Academy, où j'ai vu que dans ces institutions prestigieuses, alors là, c'était pas 3 heures dans un coin, c'était un vrai department pour career development, avec des tas de choses que nous faisions déjà, qui leur semblaient absolument pas intéressantes au CNSM. Et donc, petit à petit, on est rentré un tout petit peu. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Moi, j'allais dire que, mais dans le même sens que toi, du coup, je suis déjà allée à une rencontre où on me disait que justement le rôle des conservateurs, c'était d'encourager la pratique amateur, pas juste de former des professionnels. Or, ils font des formations qui sont diplômantes, et pour la musique classique, mais c'est vrai aussi pour le théâtre. Il y a certains corps de métier, en tout cas, où ça devient à un moment des métiers passion. Et le transfert entre le milieu amateur et le milieu professionnel se fait pas du tout, et c'est forcément des unités d'enseignement comme celle que vous proposeriez qui ferait la bascule, mais du coup c'est pas du tout le rôle et le cahier des charges et le pourquoi ils sont financés. Ça s'appelle conservatoire parce que c'est vraiment l'art de transmettre un art, mais pas du tout de créer de forme. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ça dans l'étiquette. Tout dépend de la hiérarchie, pardon, mais là j'étais au niveau du conservatoire supérieur, donc là quand même clairement en forme de professionnel a priori. Oui, voilà. Mais vous avez raison, mais c'est comme l'éducation nationale, hein, on passe un baccalauréat, que l'on veuille intégrer Normal Sup ou qu'on arrête ses études après. On n'a pas des voies différentes. Alors donc c'est forcément un peu ambigu. Et alors après, on ne va pas rentrer dans les débats parce que bon, c'est trop compliqué pour là, donc on fait avec. Le rôle des conservatoires, là je parle des conservatoires publics bien évidemment, c'est de former des amateurs. Et pour une petite, alors ils sont de très bon niveau les amateurs, hein, chez nous. Quand on arrive à ce niveau-là, ils sont de très très bon niveau. Ils rentrent dans le supérieur à l'étranger sans aucun problème. Pas chez nous, mais à l'étranger oui, probablement. Mais ce n'est pas leur mission principale. De même que le baccalauréat n'a pas comme mission principale de former des gens pour rentrer à Normal Sup. Et j'allais dire aussi peut-être aussi pour les universités, l'inverse est vrai aussi, où les artistes, enfin pour le théâtre, pour avoir fait la fac de théâtre à Paris 3,
c'est vraiment... ils préfèrent vraiment aller à Florent l'après-midi ou à leur conservatoire d'arrondissement parce qu'il n'y a pas assez de pratique dans les facs d'université, théâtre, alors même qu'il y aurait ces unités aussi de formation, c'est comment qu'on a appris à faire des budgets, c'est en allant à la fac pour nous. Et si c'était un peu plus accroché à faire les deux en même temps et à pas principalement faire du jeu, il y aurait ce bagage-là. Mais là, comment fusionner les deux, je ne sais pas. Non, mais vous rentrez dans une histoire qui remonte au 19e siècle, qui fait que très rapidement, on a dissocié l'éducation générale, nationale, ouverte à tous, et républicaine, avec les pratiques artistiques. Et il n'y a que depuis finalement une quinzaine d'années, peut-être, que même il y a des passerelles et des partenariats universités-conservatoires, et encore pas du tout partout. Donc l'université, oui, je sais, je passe ma vie à expliquer ça, les étrangers notamment. L'université, c'est pas pour apprendre le violon, ça c'est au conservatoire. Tout ce que vous pointez, ou tout ce que nous, plus ou moins, racontons-nous, peut se trouver à travers l'université, mais nous, on est hyper appliqués. L'université, elle est pareille, elle vous dira qu'elle n'est pas là pour former les gens à l'entrée professionnelle. C'est des questions très, très idéologiques dans notre pays depuis longtemps. Et l'histoire d'avoir un artiste entrepreneur, c'est pas étonnant, c'était juste tabou jusqu'à pas si longtemps. C'était tabou. Pourquoi ? Intermittence du spectacle. Salarié. Donc si vous êtes entrepreneur, vous n'êtes plus salarié. Et donc ça posait beaucoup de problèmes. Il n'y a pas si longtemps que nous avons un référentiel d'activité pour les métiers du spectacle vivant dans lequel non seulement il y a une longue liste des compétences artistiques, de la gestion de carrière, ça c'est clairement notre domaine, les gestions de carrière, savoir communiquer, comprendre un peu comment marchent les réseaux, être à même de monter un projet, etc., de trouver des partenaires. Mais ça fait 3 ans, 4 ans où tout le monde s'est mis d'accord que oui, ça existait. Jusqu'à présent, c'était juste tabou. Donc, les choses évoluent, alors que dans la réalité des faits, bien évidemment, c'était omniprésent, mais simplement, officiellement, normalement pas. Cette idée qu'on a les deux casquettes, elle est relativement récente, et vous en êtes un bon exemple avec ton ensemble, qu'effectivement, on doit le faire. Alors, ça se dit maintenant un petit peu aujourd'hui. Les conservatoires ne se sentent pas obligés de le prendre en charge parce que c'est en plus, et puis une fois qu'ils seront très très bien formés, alors ils se débrouilleront. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, ils ne sont pas beaucoup au chômage quand même, mais ils sont aussi enseignants. Et puis il y a d'autres modèles qui se développent aussi, je pense à une école qui s'appelle l'ESCA en théâtre, qui est une école qui forme des comédiens qui sont en alternance dans des compagnies. Ce qui est déjà quand même un pas vers la professionnalisation, comment ça se passe de travailler en compagnie. Bon, c'est souvent des grosses compagnies, donc si elles et eux ont envie de monter leur compagnie après, ça ne ressemblera pas tout de suite à ça, mais c'est quand même déjà un sacré pas dans le domaine professionnel. Ça permet aussi une rémunération, par exemple, ce qui n'est pas le cas quand on est ni au conservatoire, évidemment, ni dans d'autres formations. Et ça, je trouve que c'est un modèle très intéressant que ce métier-là soit pensé avec sa professionnalisation dès le départ, quoi. C'est vrai que quand on fait d'autres études, les stages ou l'alternance sont un passage un peu obligatoire dans les... De plus en plus, même. Plus qu'obligatoire. Moi, je dis ça 50% aussi important que les formations académiques. Donc, moi, mon credo, c'est oui, très bien, la formation X ou Y. Vous en tirerez toujours le meilleur que vous pouvez en tirer. Voilà. Et après, stage, masterclass, académie, orchestre de jeunes, chœur de jeunes, mes bénévolats dans un festival pour comprendre un peu comment ça marche, etc. On peut dire que ça, ouvrir, regarder, et l'avantage aussi de la musique, des musiciens, si je peux dire, c'est qu'ils travaillent avec tout le monde du spectacle. On travaille avec des comédiens, avec des danseurs, avec des circassiens, avec les arts plastiques, les plasticiens, l'audiovisuel, donc ils ont tout intérêt à ouvrir culturellement aussi leur univers. En plus, les rencontres, les mixages, être dans la musique baroque et travailler dans le contemporain avec des compagnies de hip-hop, c'est banal aujourd'hui. Enfin, j'entends c'est normal, on va pas, oh mon Dieu, non, on l'a vu beaucoup. Donc, c'est beaucoup d'opportunités, c'est de la réflexion, c'est aussi se positionner effectivement. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, moi je fais beaucoup de choses là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce qu'on vous financerait ? Après tout. Hein, qu'est-ce que vous avez apporté ? Qu'est-ce que vous apportez en contrepartie, en quelque sorte, des financements ou des aides qu'on vous octroie ? En quoi ça vous intéresse le public, et puis vous avez intérêt à vous y intéresser très sérieusement, parce que tous les lieux dans lesquels vous allez jouer, croyez-moi, ça fait partie de leur cahier des charges, et c'est pas une petite partie du cahier des charges. Et ça oblige à de la créativité. Moi, je travaille sur la médiation artistique. Pas que, mais évidemment, je vais plutôt inciter
les personnes artistes à travailler artistiquement cette question de la médiation, et aussi de la façon la plus sincère. Pas je rajoute un truc, un atelier là à la fin parce que je comme ça mettre la croix, de même que je vais mettre une compositrice. Je connais tous les trucs, hein, vraiment, je sais ce qu'il faut mettre dans les dossiers. Mais il faut que ça soit évidemment vécu et sincère et compris, parce que sinon la seule chose c'est que ça se voit tout de suite que c'est pas du tout incarné. Mais si on est conscient de ça, je peux parler aussi de l'écologie, qui est bien aussi un sujet, un critère majeur. Hein, donc, on pourrait dire à quoi tu raccordes, bah ouais, tu te déplaces en train, fais du covoiturage. Soyez à même aussi d'analyser votre propre poids écologique, parce que ce sont des critères qui rentrent en compte aujourd'hui dans des demandes d'aide. Là, je ne parle pas des aides mirobolantes, mais les aides qu'on peut avoir relativement vite. Justement, oui, c'est la question, c'est un bon enchaînement, la question du financement, parce que tu as parlé beaucoup de précarité. Le financement de l'émergence, comme on dit, c'est quand même beaucoup d'autofinancement au départ. Ouais, c'est beaucoup, comme nous on l'a vu dans ce questionnaire, beaucoup d'argent personnel investi. Il y a notamment un passage qui fait envie à beaucoup d'artistes et par lequel beaucoup d'artistes passent, qui est dans le théâtre Le Off d'Avignon, qui quand même consiste à louer une salle pour peut-être qu'il y ait du monde qui vienne dans un festival où il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de propositions, voilà, et qui est souvent très très à perte, et on parle de dettes, on parle de milliers d'euros pour des artistes. On a rencontré pas mal lors des ateliers qui avaient fait ce pari-là et qui avaient pu réussir pour certains, hein, mais se vautrer pour beaucoup d'autres quand même. Donc c'est de l'argent personnel investi, c'est du bénévolat non seulement pour soi-même quand on est porteur ou porteuse de projet, mais aussi pour toute une équipe qui du coup dans un premier temps sont souvent des copains et des copines, parce qu'on n'a pas demandé à d'autres artistes de travailler gratuitement. Il y a et puis au moment de l'insertion professionnelle, c'est aussi pas mal des artistes qui passent d'un réseau amateur dans lequel il existe aussi des financements. Dans les réseaux universitaires notamment, il y a des subventions pour les compagnies universitaires, notamment en Ile-de-France, il y en a pas mal, et ensuite un réseau qui devient professionnel. Et en fait là, il y a un petit temps de latence pendant lequel il est très compliqué d'obtenir un premier financement, rien que parce que où se renseigner, ce qu'on disait, où se renseigner sur quel financement je peux prétendre, et ensuite comment monter mon association pour que je puisse donner bien tous les papiers dont on demande dans cette première subvention. Nous, on travaille vraiment avec des artistes qui sont à ce stade-là et qui se posent ces questions-là. Et les premiers financements sont souvent des petites enveloppes, comme tu disais aussi, des enveloppes notamment des municipalités. La ville de Paris est un bon exemple. Il y a des financements à la ville de Paris qui sont donnés à des compagnies émergentes qui ont déjà une structuration et tout ça, mais qui n'ont pas forcément fait beaucoup de choses. Dans d'autres communes en Ile-de-France, c'est le cas aussi. Et ensuite, pour des plus grosses demandes, je pense par exemple aux demandes de la région Île-de-France en théâtre ou en spectacle vivant, c'est des demandes et ensuite des justifications qui sont extrêmement lourdes et pour lesquelles il faut vraiment être entouré de quelqu'un à l'administration pour être accompagné sur ces questions-là. C'est des choses qu'un artiste, en plus de sa créativité, a priori ne peut pas gérer seul, quoi. C'est vraiment trop lourd. Donc il y a dans les premiers financements, l'idée c'est aussi de commencer à pouvoir se créer un entourage professionnel administratif pour que ça puisse avancer. Il y a pas mal de choses aussi, je pense à la SACD, SACD Beaumarchais, à Arsena, des choses comme ça, mais qui peuvent être vite des bourses aussi, où c'est du coup de l'argent directement pour un artiste et pas forcément pour une structure, donc ça n'enrichit pas une structure qui pourrait ensuite salarier quelqu'un d'autre, ça peut être le cas. Voilà, mais l'idée c'est d'obtenir petit à petit des premiers petits paliers et de rapidement pouvoir s'entourer de quelqu'un qui peut nous accompagner qui peut accompagner les artistes sur ces questions-là. Les artistes se sentent aussi très vite dépassés par toutes ces questions, très vite très seuls dans ces questionnements-là et perdus en fait aussi, parce que gérer des budgets sur Excel c'est une appétence déjà et un métier ensuite, et que c'est pas forcément le cas quand on a choisi d'être artiste, quoi. Non, c'est sûr que les dossiers de demande de subvention, au bout d'un moment, ils deviennent très complexes à remplir, et ça peut effectivement, ça nécessite des compétences et de comprendre aussi la mécanique qui est derrière, et quand il y a une question dans un dossier, de comprendre pourquoi on pose cette question-là. Oui, et de comment on pourrait tordre aussi notre propre projet pour pouvoir rentrer dans cette case-là, parce que tout le reste marche, et que si on avait celle-là, ce serait vraiment bien, ça correspondrait bien au calendrier, parce qu'il y a aussi évidemment des calendriers de subvention qui n'ont parfois aucun rapport avec le calendrier de la création, et comment on va tordre à la fois des chiffres, à la fois
des fils de notre projet pour que ça puisse rentrer et que ça puisse le faire, quoi. C'est beaucoup Oui, des gourgardises. Hein. Et c'est ça où, effectivement, la question de la sincérité que tu abordais tout à l'heure dans les réponses, elle est parfois un petit peu compliquée à avoir parce que les dossiers deviennent de plus en plus exigeants sur ces questions de RSE, RSO, de VHSS, écologie et j'en passe. Et ça demande quand même une gymnastique qui n'est pas forcément évidente dans certains cas. Là, on est déjà dans des... alors, Mais une effectivement, pièce de théâtre, ça va coûter beaucoup plus cher qu'un concert. Oui. Voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes temporalités, ni dans les mêmes budgets. Monter un concert d'un quatuor, d'un trio ou d'un ensemble de jazz, d'un groupe de jazz, ça coûte quasiment rien. Ça coûte le salaire minimal, donc bon, 150. Les salaires minimaux sont quand même plus élevés dans la musique que dans le théâtre, par contre. 150. Oui, mais il y a beaucoup moins de répétitions pour faire un concert. Bah, pour faire il n'y a un pas. spectacle. A priori, si on est la différence professionnelle-amateur, c'est très simple. Les amateurs, ils ont besoin, allez, 1, 2, c'est parti. Et les amateurs qui vont jouer aussi bien, oui, mais ils ont besoin de 10, 15 moments de travail. C'est caricatural, mais c'est un peu ça. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes économies de temps. Donc ça va aller plus vite. Là, ça va plutôt être l'enjeu de se structurer au bout d'un moment. Et si on se met sous le mode de compagnie, ça demande déjà un petit peu de temps. Donc on va plutôt, à équivalent, on va plutôt fonctionner, enfin moi c'est plutôt ce que je vais inviter à faire, monter ses premiers projets, on va plutôt essayer de le faire via les résidences, qui servent un peu à ça. Non pas pour avoir de l'argent, mais pour avoir une salle, des techniciens, justement apprendre à comment exploiter le mieux possible, même un concert. Est-ce que tu as vraiment pensé, à part bien jouer ton concert, ce qui est très bien, qui tu invites, à qui tu le fais savoir, est-ce que tu diffuses un tout petit peu cette information, est-ce que tu as repéré des gens auxquels, non pas qu'ils viennent, ils viennent jamais, les programmateurs ne viennent pas, c'est même pas la peine de les attendre, mais ils s'informent, mais ils suivent, donc rien n'est négligeable. Pas pour solliciter directement, en fait, un peu plus rusé que ça, mais pour faire savoir, appuyer sur les éléments. Tout le monde professionnel fonctionne de la même manière, il faut bien qu'ils évaluent. Donc que ce soit des budgets qui viennent de la région, de la ville, du département ou de la DRAC, de toute façon, c'est combiné aujourd'hui. On a besoin de l'ensemble si on veut vraiment avoir les aides nécessaires. Et comment est-ce qu'ils évaluent ? Ils évaluent où vous avez joué. Ah, vous avez eu telle résidence, alors, donc, que ce soit dans les musiques actuelles, le jazz ou le classique, c'est la même chose. Alors, vous êtes prêts pour ceci. Vous avez fait tel festival, alors, etc. Donc, au moins, leur donner déjà ces repères. Mais si on est trop dedans, ou nous qui sommes vraiment dehors, on ne les repère pas forcément. Donc, notre travail, par exemple, ça va être aussi de pointer ce qui fait sens pour les professionnels, qui n'ont pas forcément ce qui, pour eux, les musiciens, j'entends, musiciennes, est le plus saillant. Et ensuite, résidence, ça veut dire action culturelle. Obligatoire. À part la Villa Médicis, ok, vous la mettez de côté, la Velasquez, l'Albertine et tout ça, toutes les résidences artistiques, quelle que soit l'esthétique, ont un volant action culturelle. Pour les raisons que j'ai évoquées. Qu'est-ce que vous faites ? On a eu le grand truc, comment la musique, l'art n'est pas essentiel, machin, bien sûr que oui, il est essentiel. Et d'ailleurs, il a quand même été passablement aidé au passage par rapport à beaucoup d'autres pays. Donc oui, bien sûr, c'est essentiel. Comment ? En quoi ? Montrez-moi en quoi vous êtes essentiel, au-delà du discours répété. C'est pas de la provoque, ce que je suis en train de faire, vous l'avez certainement compris, mais c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément la question tout seul. On sait pourquoi on fait du théâtre, de la musique, de l'art, etc. Mais quand on doit aussi un peu le dire, non pas le justifier à nouveau, il ne s'agit pas de dire la question pourquoi n'est jamais féconde, parce que la réponse générale c'est parce que on n'est pas très avancé. Le comment, on est un peu obligé de dire comment je vois ça, comment je vois ça avec qui, qu'est-ce que c'est censé faire, qu'est-ce que ça m'apporte à moi. Et ça c'est vraiment un enjeu essentiel aujourd'hui. C'est un discours que l'on doit avoir pour soi. À nouveau, ce n'est pas un discours à servir tout cuit, bien sûr, mais il faut vraiment en avoir conscience parce qu'aujourd'hui, c'est absolument central. Et il y a 1000 façons de le faire. Donc, c'est pas, je vous parle de Beethoven, ça, il y a des profs pour ça, c'est pas ça l'action. Comment je crée avec vous ? Vous aurez peut-être remarqué, à nouveau, le participatif, il n'y a pas un ensemble, pas un orchestre qui ne fait pas au moins 3 ou 4 sessions participatives aujourd'hui. Les ateliers avant, les ateliers après, tout ce que l'on fait avec les jeunes, ou les vieux, ou les très vieux, ou les très bébés, qui est de l'ordre de l'action. On parle bien d'action. En quoi vous, artistes, mettez-vous votre
qualité, âme, sensibilité, savoir-faire d'artiste avec moi. Et ça, c'était des éléments qui peuvent être extrêmement créatifs. Ça, c'est vraiment pour contrer le « nous ne sommes pas des animateurs socioculturels ». Autant dire que ça fait quand même belle lurette que je n'entends plus ça de la part des jeunes professionnels qui ont bien compris que ce n'était pas anecdotique, mais c'était leur survie. Parce que le public, c'est aussi leur survie, non ? Oui, oui, complètement. Et puis il y a quelque chose aussi économique avec l'action culturelle où effectivement les financements, il y a pas mal de sous là-bas, pas mal de sous là-dedans. Nous, c'est quelque chose qu'on conseille du coup beaucoup aux artistes avec lesquels on travaille de pouvoir postuler à ces financements-là. C'est quelque chose auquel ils ne sont pas du tout formés. La plupart du temps, c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend ni au conservatoire ni à l'école. Du coup, nous, on a développé un de nos ateliers. Il parle de comment proposer un projet avec les publics, comment en construire un, comment en penser un en lien avec son travail. La question primordiale, ça devrait être est-ce que j'ai envie de faire ça ? Mais en fait, et comme tu disais aussi, il y a des résidences qui peuvent être que corrélées avec de l'action culturelle, à la fois dans des subventions, à la fois dans des liens avec des partenaires qui sont des lieux. Donc ça, c'est vraiment une question primordiale qui n'est pas du tout prise en considération non plus dans le parcours professionnel, dans la formation professionnelle, mais c'est un endroit qui cristallise beaucoup d'argent, ouais. Et en même temps, c'est quelque chose qui, a priori, c'est rares sont les artistes que j'ai rencontrés qui étaient complètement désintéressés par cette question. Il y a des moments de la création où il est plus intéressant d'aller parler de son travail, de faire des choses autour de son travail. Ça se fait de plus en plus aussi des créations collaboratives aussi, qu'on peut dire ça dans le théâtre, ou en tout cas nourries d'expériences, de récits, après une enquête longue auprès des populations. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, donc il y a des choses de l'action culturelle au sein de la création, ça se fait de plus en plus. Pendant le processus de création et à l'issue de ce processus-là, quand le spectacle existe. Et c'est souvent un endroit quand même très, en tout cas les artistes parlent d'un endroit quand même très riche aussi pour eux, de rencontres, de réflexions autour de leur propre spectacle, de retrouver du sens aussi un petit peu des fois. Après, comme les périodes de répétition peuvent être longues et très solitaires à plein d'égards, et c'est quand même un moment de se recentrer sur pourquoi je fais ça, aussi pour rencontrer tous ces gens, pour ces gens-là, avec ces gens-là. C'est des choses qui peuvent être riches, économiquement et de rencontres. Effectivement, l'intérêt est double. Ouais. Je surveille juste l'heure. On va peut-être conclure et puis comme ça nous laissera un petit temps de questions après, avec questions-réponses. Est-ce que vous avez vu d'autres modèles, alors que ce soit à l'étranger ou dans d'autres secteurs, qui pourraient inspirer un peu, soit le secteur de la musique, soit le secteur du théâtre, sur cette question d'insertion? Alors à l'étranger, j'y connais rien. J'y connais vraiment pas. Peut-être plus tard, quand j'aurai vu d'autres choses, mais pour l'instant, je n'y connais rien. Là où on pourrait trouver des solutions dans d'autres modèles, on se pose la question, c'est ce que tu disais aussi du côté de l'entrepreneuriat, par exemple, où déjà à l'échelle de l'administration, on facilite les choses pour les entrepreneurs. Dans la première année, on va baisser un certain nombre de taxes, on va pouvoir assister très facilement à plein de colloques, de séminaires sur comment monter ma micro-entreprise, mon statut d'auto-entrepreneur, tout ça, avec une facilité folle. C'est quelque chose qui est très encouragé, alors qu'en tant qu'artiste, c'est beaucoup plus compliqué de trouver ces dispositifs là, et même à l'échelle de ça, rien que pour rentrer dans le système de l'intermittence au niveau du spectacle vivant, rien n'est fait pour simplifier cette chose-là. C'est long et pas simple de devenir intermittent. Voilà, j'avais réfléchi à ce modèle-là qui pourrait être, après en trouvant évidemment, l'intermittence c'est quand même quelque chose de très beau qu'on a en France encore pour quelques temps, j'espère, on croise les doigts, qu'il faut protéger, mais qui a aussi ses complications et qui devient de plus en plus compliqué. Voilà, peut-être que ça pourrait être un modèle. Ça me fait penser à une question. Pôle emploi spectacle, par exemple, ne fait pas du tout de formation sur comment avoir le statut France Travail. France Travail, oui, pardon. Je suis encore un temps de retard. Je ne vais pas dire NPE, c'est déjà bien. Oui, je suis vieux. Mais non, il n'y a pas ce genre de formation-là À ma connaissance, non, ils n'ont aucun intérêt à le Ouais, faire. j'allais dire. Il y en a déjà un peu trop. Ouais, c'est ça. Ils ne souhaitent pas que les gens deviennent intermittents, évidemment. Ouais. Pour ce qui me concerne, oui, moi je m'intéresse évidemment beaucoup à l'étranger. Pareil, grosse incitation qui est peu suivie. Je suis stupéfaite de voir le peu d'étudiants français. Alors je parle musique, mais j'interviens aussi à la fac en musicologiste. Pareil, l'idée d'aller faire un petit tour à l'étranger semble vraiment une idée extrêmement bizarre, quoi. Vraiment, pourquoi faire? Bon, très bien. Moi, je vois beaucoup d'avantages.
y compris dans le CV, y compris question réseau, y compris à tous les niveaux. Donc, ouais, les systèmes sont très, très différents. Déjà, le système de formation, en l'occurrence, est extrêmement différent, puisque, contrairement à chez nous, le conservatoire supérieur de Paris ou Lyon, ce serait juste une branche de l'université. Et dans un conservatoire allemand, on étudie aussi bien pour être professeur de musique à l'école, enfin j'entends au collège ou en maternelle, prof en conservatoire, ce qui pour nous est deux choses radicalement différentes, aucun rapport, aucun lien, aucune passerelle, absolument pas. Musicothérapeute, organiste, compositeur, évidemment violoniste, de jazz, de ceci, de cela, bon voilà, on fait tout. Et l'entrepreneuriat va aussi avec, on apprend aussi des questions d'administration de la culture, par exemple, là je vous parle pour l'Allemagne. L'Angleterre et les pays anglo-saxons, la question est encore plus simple, il n'y a pas de permanence, il n'y a pas d'intermittence, donc il est clair que les formations business, et eux ils n'ont aucun problème, comme vous le savez, nous non, mon Dieu, on fait de l'art, on ne va pas parler d'argent, on en parle, on n'empêche beaucoup, la preuve. Donc eux, c'est pas 3 heures en 5 ans, c'est 3 heures par semaine. Et aussi la définition même de ce qu'est un artiste professionnel est tout à fait différente. Les axes de formation sont également complètement différents. Donc si on regarde une de mes collègues aux États-Unis, si j'ose dire collègue, mais enfin, je trouve que je la connais aussi personnellement, qui fait de l'accompagnement d'artistes. Mais pour elle, trouver des heures de formation, c'est un boulot de musicien professionnel. C'est pas « ah non, je suis professeur et non pas artiste ». Non, c'est exactement pareil. On donne des cours, ce qui est la vraie vie chez nous aussi. On donne des cours, on développe son activité, on donne des concerts et on va les chercher, etc. Et si on fait un concert dans la médiathèque, c'est formidable. Nous aussi, on va faire des concerts dans la médiathèque. Vous vous doutez bien, je ne vais pas dire aux gens « alors, vous êtes pianiste, est-ce que vous avez pensé à la roque d'Anteron ?» Non, on va commencer là où on peut commencer. Et peut-être dernière chose qui est centrale, mais qui a été aussi bien pointée par Zoé, la culture est territoriale. Les politiques culturelles sont territoriales. Donc la première chose que l'on a à faire, c'est savoir où on va démarrer. Et en général, on démarre un peu où on a étudié. J'ai régulièrement le cas de gens qui ont étudié à Tours, j'interviens souvent à Tours, à Toulouse, et qui viennent à Paris parce que supposé beaucoup mieux. Mais les pauvres, non seulement à la fac, même partout, ils connaissent personne ne les connaît, il y a la moitié de la population artistique qui se trouve en Île-de-France, donc je dis mais pourquoi ? Vous avez tout ce qu'il faut à Tours, vous avez tout ce qu'il faut à Toulouse pour développer, et ensuite vous verrez pour élargir, mais là juste vous êtes au milieu de rien du tout. Et donc, oui, je peux vous donner toutes les informations que je peux vous donner qui peuvent peut-être vous être utiles, mais l'essentiel du travail se fait par recommandation, cooptation, et informel. Donc c'est en rencontrant les gens, allez au concert, allez au spectacle, attendez un peu, ayez quelque chose à raconter quand justement vous croisez à l'entracte quelque chose. Bon, ça s'appelle, voilà, comment on forme, j'ai encore fait ça il n'y a pas très longtemps. C'est un peu marketing, hein, mais bon, est-ce que je suis capable en 3-4 minutes de dire quelque chose sur ce que je fais maintenant ou ce que j'ai envie de faire qui déclenche juste écoutez, ça m'a l'air intéressant, rappelez-moi, même si j'ai pas du tout envie qu'on me rappelle, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. À partir du moment où j'ai donné ma carte de visite et j'ai dit rappelez-moi, on donne la sienne et on est légitime pour le faire, et il faut le faire. En plus, tous les programmateurs vous diront que si on n'est pas ressollicité, c'est que les gens ne sont pas très motivés. Donc ça va de soi. Donc apprendre aussi ça, à ce que ce soit normal, et qu'un non n'est jamais un non définitif, c'est peut-être non maintenant, c'est peut-être oui dans 6 mois, que c'est du travail, que c'est du réseau, que ça se construit, qu'on fait savoir ce qu'on fait, que ça ne se fait pas en 5 minutes, mais que ça fonctionne quand même, pas si mal, quand on s'y attache vraiment. Mais je suis d'accord qu'il faut y mettre... Moi, je suis encore plus radicale. Je dis, si vous ne mettez pas 500% d'énergie, écoutez, essayez de faire autre chose, quoi. Mais je dis ça pour être ingénieur du son, je dis ça pour tout. Il faut vraiment avoir envie de faire ça. C'est pas non plus l'horreur. Hein. On peut aussi très bien gagner sa vie. Hein, pas non plus complètement. Très bien. Musicien d'orchestre, on gagne très bien sa vie. Et en plus, on est prof à côté, et en plus, on fait des masterclass l'été. Donc, on peut très bien se débrouiller, je veux dire. C'est pas forcément l'horreur tout le temps, je préfère le dire quand même. Mais c'est vrai que plus on est formé, plus on peut faire de choses. Si on sait faire que du hard rock et de la batterie hard rock, tant que le groupe de hard rock fonctionne, c'est bien, mais le jour où il ne fonctionne plus et qu'on ne sait rien faire d'autre, voilà, là, on ne va plus y arriver.
Si on est formé, ça permet peut-être de pouvoir faire ce qui est attendu aujourd'hui, de pouvoir jouer sur instruments anciens, sur instruments modernes, d'être versatile, ce qui en plus c'est leur goût. Je les croise, ils sont peut-être chanteurs lyriques, mais ils chantent aussi de la pop, ils sont clavecistes, mais ils font du rock, enfin bon, c'est la réalité. De fait, il y a que les professeurs qui pensent qu'on peut faire du hautbois baroque et pas du hautbois moderne. Hein. Dans la vraie vie, les chefs d'orchestre, ils attendent les deux. Hein. Donc on a un peu des discours décalés, mais je peux comprendre le discours des professeurs. Parce qu'effectivement, c'est un peu pareil. Si le prof de hautbois baroque dit c'est pas ultra spécifique, et si tu veux être vraiment bon en bois baroque, tu fais que ça, il n'a plus vraiment de raison d'être. Donc je le comprends très bien. Mais dans la vraie vie, heureusement, c'est un petit peu différent. Moi, je voulais revenir 2 secondes sur ce que tu disais sur le réseau, c'est hyper intéressant. Nous, on observe aussi beaucoup de... En rappel, l'idée, c'est que le siège social de la structure est implanté en Île-de-France. Ce qui, en fait, exclut énormément d'artistes qui habitent à Paris et qui ont implanté leur structure dans d'autres régions de France, pensant qu'il y a plus de sous et moins de compagnies. Ce qui peut être le cas, en fait, ça dépend, puis ça bouge vite, et puis voilà. Mais du coup, ça fait des artistes qui peuvent être implantés parfois dans des régions où ils n'ont pas d'accroche, pas de réseau. Voilà. Et ça, c'est primordial de connaître dans un premier temps, de connaître et reconnaître son réseau professionnel et son réseau de pairs, et à quel artiste est-ce que je m'identifie, avec quel lieu est-ce que j'ai des affinités artistiques, politiques, esthétiques, voilà. Et une autre chose aussi que les artistes et que nous on met en place dans nos ateliers avec un rappel, c'est de comprendre comment c'est fabriqué aussi un territoire, comprendre que c'est qu'une ville, une communauté de communes, ensuite un département, une région, et se tenir un petit peu au courant de comment ça fonctionne dans les régions, où est-ce qu'il y a de l'argent en ce moment, c'est important, et de ne pas totalement se déraciner quelque chose, ou alors rester dans un endroit. Effectivement, on a fait ses études à Paris et on veut finalement faire du théâtre dans son territoire, là où on a grandi, là où on est né, pas forcément rester et vivre à Paris tout en le faisant à distance. Ça peut créer enfin, c'est très territorialisé quand même, comme à la fois les subventions et à la fois la manière de construire des projets et tout ça, ça appartient vraiment au territoire et aux artistes qui les occupent, quoi. Ouais, absolument. Là, c'est une constante vraiment importante. Peut-être le message le plus important. Que ça vient, et 80% des financements, c'est les villes. Donc le premier interlocuteur, nous on n'allait pas tout de suite voir la DRAC, c'est pas la peine. Ouais. Et c'est tombé pour l'instant. Informez-vous, qui est le conseiller, qu'est-ce qu'il fait, où il va, oui, ça, information. Mais, Et invitez-le. Et invitez-le, à nouveau, invitez tout le monde, ils viennent pas, mais invitez, ils suivent. Trouvez les intermédiaires, mais votre premier interlocuteur, ça va être la ville. Et nous, après, comme on va essayer, on sait déjà que tous les financements culture, ils sont déjà blindés. Donc on va pas, pareil, c'est pas la formation pertinente de dire allez à la DRAC. Alors c'est les politiques quartier de la ville, c'est les autres entrées, il y en a beaucoup, parce que justement l'art et la culture deviennent un lieu, enfin quand même un espace qui est important, donc on va peut-être aller un peu à la marge pour essayer de trouver des soutiens par rapport à des projets. Il y a nouveau pas oublier, on ne fonctionne que par projet, on est dans une économie par projet. Donc il faut bien un projet, il faut qu'il soit incarné, il faut qu'il soit concret, il faut qu'on trouve les partenaires qui vont le soutenir, les raisons pour lesquelles ils veulent le soutenir. C'est pas si difficile, hein, en vérité. C'est plus difficile pour soi-même, comme toujours, mais quand on est à l'extérieur, on dit non, mais attends, là, t'as tout ce qu'il faut, là, t'as essayé ça, non, bah, tu connais ça, non, bon, voilà, on y va. C'est vraiment un travail, d'où l'importance de structures comme la vôtre. Nous, c'est juste un lieu d'information, énormément de choses sur notre site au passage. Mais après, encore une fois, j'en ai vraiment l'expérience, on peut donner toutes les infos de la Terre en continu. Si elles n'arrivent pas au moment où on a besoin, ça passe pas. Alors, voilà. Alors nous, on peut avoir la chance à la Cité Philharmonie d'avoir un lieu, donc on peut toujours venir au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on les voit après le master. Me dit je voudrais bien là qu'on reprenne un peu mon dossier, ma bio, mais attends, on a fait cet atelier, tu te souviens? Ah oui, peut-être. Bah oui, bon, ok. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. J'aurais peut-être une question. Est-ce qu'il existe des systèmes de mentorat, par exemple, c'est-à-dire d'accompagnement par des musiciens professionnels qui seraient passés par finalement tout ce cheminement et qui accompagneraient les petits nouveaux? Alors, tout dépend si on parle de mentorat artistique. Dans ce cas-là, c'est vrai que les orchestres, c'est très nouveau ça aussi, c'est complètement frais. Ça fait peut-être 3-4 ans
que les orchestres français proposent, mettent en place en tout cas des académies d'orchestre. En Allemagne, il y a évidemment beaucoup plus d'orchestres et ça va depuis, ça a toujours été le cas. Ce que je vois plus, c'est des mentorats, notamment pour les femmes, du côté de l'administration, donc du côté des porteurs de projets, porteuses de projets. Donc ça, oui, il y a des dispositifs. On est plutôt du côté des musiques actuelles que des côtés des musiques classiques, mais ça peut très bien se joindre. Et après, il y a quand même pas mal de formations qui jouent là-dessus. Enfin, si vous allez au CNM, Centre national de la musique, alors, à nouveau, ils sont dans les musiques actuelles, c'est pas du tout le même réseau. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est chez nous qu'on vient pour le côté jazz, musique classique et contemporaine. Mais néanmoins, ils ont... je veux savoir comment ça marche, ça marche une administration d'un ensemble, que ce soit un groupe de musique ZAC, une troupe de théâtre ou un ensemble classique. En gros, on va quand même avoir un peu la même idée de structuration, de budget, etc. Après, c'est les réseaux qui sont très différents, c'est le vocabulaire qui est très différent. C'est là, c'est intéressant, c'est la rhétorique n'est pas la même. C'est pour ça que nous, les jazzeux sont venus chez nous, parce qu'ils étaient avant plutôt du côté, puisque les jazz étaient côté musiques actuelles, ils s'y retrouvent pas du tout. Parce que le vocabulaire n'est pas le même. On ne va pas parler de 50 000 followers pour un groupe de jazz ou un quatuor à cordes, quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Donc c'est répulsif, alors qu'ils ont aussi besoin, bien sûr, mais c'est pas au même niveau, ils ont aussi besoin de figurer, mais pas pour trouver des followers ou je sais pas quoi. Ça va fonctionner autrement. Donc il y a quand même ces accompagnements, et les résidences peuvent être aussi des vrais accompagnements. Il y en a plusieurs qui non seulement donnent... On n'est pas payé dans les résidences, en règle générale. Il peut y en avoir, mais c'est rare. On met plutôt à disposition du matériel, de la technique et permettre la création, une sortie de résidence et des contacts avec, à nouveau localement, les organisateurs, programmateurs des théâtres, lieux autour. Je pense du côté de Grenoble, il y a quelque chose comme ça. Alors ça, c'est ultra puissant. C'est à condition aussi qu'on en fasse quelque chose. Parce qu'après, c'est toujours la même chose. On peut vous mettre tout en face. Si on n'a pas grand-chose à faire dessus, mais si on peut, oui. Donc il y a quand même. Mais c'est vrai qu'il faut les identifier. Il faut savoir si on est au bon moment. Si on est au bon moment de l'émergence, voilà. Il y a des degrés dans les niveaux d'émergence. Ce qu'on a envie de faire et qui peuvent être les personnes intéressées par rapport à ça. Donc de l'information et de la culture générale, ça sert quand même beaucoup. Sur le mentorat, du coup, dans le théâtre. Ouais, je pense à deux choses et demie. Une première qui a été, je crois que ça existe toujours, un dispositif qui, je crois, est de la DRAC, de compagnonnage entre une équipe bien plus installée dans un territoire et une équipe beaucoup plus jeune. Et c'était du coup une subvention que ces deux équipes, enfin ces deux compagnies demandaient ensemble, dans un travail à la fois artistique mais aussi surtout de structuration ensemble, quoi, pour s'accompagner là-dedans, avec beaucoup d'actions culturelles et artistiques autour de ça. Deuxième chose à laquelle je pense, c'est que c'est vraiment le modèle économique des bureaux de production dans le spectacle vivant, qui vont avoir des grosses compagnies qui rapportent pas mal de sous aux bureaux de production et elles vont pouvoir aussi du coup prendre des plus petites compagnies avec beaucoup moins d'argent, avec beaucoup de problèmes de trésorerie évidemment dans un premier temps et tout ça. Et du coup la balance entre les deux fait que ça peut faire émerger ces nouvelles compagnies-là qui sont compagnies de demain finalement. Et la dernière petite chose, comme tu le disais, effectivement sur ces temps de résidence qui peuvent être des moments de rencontre, obtenir une résidence auprès d'un lieu, c'est donc avoir créé un contact avec un futur partenaire pour pouvoir, qui a envie d'accompagner le projet à un moment. Et en fait, il y a un peu ce jeu qui existe encore que chaque lieu puisse trouver un petit peu son poulain et l'artiste de demain, et que ce soit lui qui était là au départ et tout ça, et donc qui va suivre ces lieux-là qui seront des partenaires qui parfois mettront effectivement pas d'argent, mais qui vont suivre tout au long de la création un petit peu le projet sur comment ça peut évoluer. Est-ce que c'est moi qui ai trouvé mon poulain, quoi. Il y avait une autre question. Justement, à moins d'avoir un parrain assez tôt, moi ce que j'ai pu voir chez beaucoup d'artistes, donc dans la musique dite classique, que ce soit émergent ou un peu après, c'est qu'à un certain niveau, et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a une telle technicité des dossiers. Aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a jamais eu autant de dispositifs. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit qu'il y a moins d'argent, et en même temps, il n'y a jamais eu autant de dispositifs. Sauf que les journées ne faisant que 24 heures, et quand on est un artiste musicien, que ce soit un pianiste, un violoniste ou un chanteur, c'est pas uniquement consacrer du temps à sa pratique, c'est être aussi en état de la faire. Et j'avoue que ça peut paraître accessoire, mais se plonger dans ce type de management de projet pour soi-même prend tellement d'énergie
que j'ai vu beaucoup de musiciens ne plus avoir le temps de pratiquer leur instrument, alors qu'ils ont énormément de talent. C'est ce qui leur donne le désir de créer des choses. Et il y a un effet paradoxal. Et après vous avoir écouté 1 heure, je me dis presque que la meilleure stratégie, en fait, c'est d'être en capacité assez tôt de former un binôme où il y a une personne à la fonction artistique, même s'il n'y a pas encore de structure, en fait, et une personne davantage dans tout ce qui est les paramètres structurels, pour faire générique, parce qu'en réalité, un seul être est rarement en capacité, en fait, de pouvoir assumer tout ce que vous avez décrit. Plutôt, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est aussi un peu de l'expérience, et je pense qu'il y a un travail très vite à faire sur avec qui je peux travailler pour faire quelque chose, parce que seul, je ne suis pas un Wonder Woman, quoi. C'est quelque chose qui arrive aussi dans la structuration, parce que monter une association, ça ne peut pas se faire tout seul. Aussi. Oui, il faut des pairs et tout ça. Complètement, et enfin, c'est très juste ce que vous dites sur... il y a en plus, les moments de la création peuvent coïncider avec les moments de demande de subvention, où ça ne mobilise pas du tout les mêmes parties du cerveau, tout simplement, et qu'on ne peut pas être à la fois dans un processus de création et dans un truc très pragmatique de je vais monter un budget sur Excel. Et complètement, il faudrait fonctionner comme ça par binôme. Le problème, c'est que même si on commence à être de plus en plus nombreux dans notre secteur à l'administration et au management des structures culturelles, on n'est quand même pas assez. Et puis, nous aussi, en fait, on sera à des moments d'insertion professionnelle où ça peut être compliqué de faire beaucoup d'heures de bénévolat pour un artiste, même si on adore son travail, même si on suit à 200% et qu'on dirigera un CDN un jour ensemble, ça peut être compliqué. Il n'y a toujours que 24 heures dans une journée, il faut aussi qu'on puisse faire notre carrière à nous et gagner de l'argent tout simplement, quoi. Mais je suis complètement d'accord, ce serait ça l'idéal. Parce que ce qui était peut-être pas clair dans ta présentation que j'ai faite, c'est que tu t'occupes pas juste de En Rappel. Oui, alors un peu en ce moment, parce que j'ai fini, je travaillais au d'accord. Théâtre Paris-Villette jusqu'ici, mais On Rappel, pour le coup, nous, on est quasiment bénévoles. On a eu une petite, une bonne enveloppe on est subventionné accompagné par la Fondation de France. Mais on a eu cette petite enveloppe-là et on a toutes des jobs respectifs dans d'autres structures et on arrive à dégager à peu près un quart de, on peut dire quoi, une demi-journée par semaine, quelque chose comme ça pour faire ce travail-là, mais donc on est effectivement encore bénévole à côté de ça, à côté de nos métiers. Pour répondre à votre question, pour rebondir dessus, oui c'est vrai, mais on est assez rarement complètement tout seul. Donc avant de trouver... Alors il y a eu une tentative, je sais, d'une camarade collègue qui enseigne aussi à Sciences Po, ancien agent artistique, on suit depuis très longtemps, qui a un bureau, d'avoir une espèce de rapprochement entre des étudiants, votre équivalent, à vrai dire, donc plutôt du côté du management culturel, avec des artistes. Pas du tout fonctionné. Pas du tout. Ça n'a pas du tout marché. En fait, personne n'est intéressé par personne. Donc bon, voilà. J'en sais trop rien, mais enfin, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Alors qu'on s'était dit, ça faisait longtemps, je dis, c'est dommage, pourquoi ces jeunes gens formés au master de gestion de la musique, master de Dauphine, Sciences Po, machin, tout ça, ce serait super qu'ils croisent un jeune artiste ou un jeune ensemble pour monter les premières bases, justement. Trop compliqué, trop frais, peut-être justement des projets trop vagues ou trop ambitieux, mal calibrés, enfin en tout cas, ça s'est pas fait du tout seul. Je crois qu'il faudrait un mentorat de ça pour que ça marche. Mais c'était peut-être fécond. Et sinon... on n'est pas tout seul, donc nous, notre boulot, qui avons beaucoup travaillé avec des quatuors, avec des groupes, en général, il y en a un qui fait tout. Un de nos ateliers va être, par exemple, est-ce que tu es obligé de tout faire ? Comment répartir pour qu'il n'y en ait pas un qui fasse tout et qui s'épuise au bout d'un moment ? Qui peut passer les coups de fil ? Qui peut s'occuper d'alimenter un peu le site internet ou de le construire ? Qui est assez à l'aise ou connaît les gens du côté du graphiste pour faire la plaquette, qui rédige plutôt bien, ça peut se répartir. Je suis désolée, on est vraiment dans le système D, mais à nouveau, si c'est, voilà, j'ai un super projet qui va me donner de l'argent, la réponse est très claire, personne. Commencer, de toute façon, les aides et les subventions, elles viennent enfin à 30% du budget, donc déjà faut-il avoir un budget pour savoir que c'est au maximum 30%, et à condition que nous en revenons, il soit considéré comme étant viable. Qu'est-ce que c'est viable ? Ça joue plus d'une fois. Donc pour avoir là je parle pas des bourses, je parle de subventions, il faut pouvoir faire la preuve qu'au moins 3 personnes, 3 lieux sont susceptibles d'acheter votre spectacle, avec des dates assez fermes. Donc c'est pas juste oui peut-être un jour. Donc voilà.
Là, on considère que votre projet est professionnel, donc viable, donc ça n'a rien à voir avec vous jouez très bien, formidablement bien, etc. Ça a à voir, est-ce que d'autres que vous sont intéressés par ce spectacle? Alors, nous complétons. L'ONDA, Office national de la diffusion artistique, fonctionne un petit peu comme ça, va plutôt aider la création contemporaine, parce qu'évidemment, ce n'est pas le premier truc où on sait qu'on va remplir la salle. Donc, on est plutôt sur des esthétiques plus difficiles, on va dire, moins commerciales, moins facilement vendables, et donc vont compléter le manque à gagner d'une salle archi-pleine avec tout le monde ayant payé le maximum de billets. Il faut s'appuyer sur ce type de choses, mais à nouveau, il faut déjà avoir gravi un certain nombre d'échelons. Donc, moi, j'en suis à comment on passe les 2, 3, 4 premières marches. Si on les a franchies, alors les choses commencent à s'éclaircir un petit peu. Elles ne seront jamais simples, soyons clairs. Moi, j'accompagne vu à nouveau ma longévité professionnelle, disons. Donc, les jeunes quatuors émergents qui ont fait les 10 ans après, c'est plus des jeunes quatuors émergents. Ils ont fait tout, ils ont fait tous les festivals, ils ont eu tous les prix, ils sont hyper reconnus. Oui, mais il y en a des nouveaux derrière, donc ce ne sont plus les jeunes. Et il faut qu'ils renouvellent quelque chose, un discours. Donc ça veut dire que c'est tout le temps, j'ai remarqué ces 10 ans, pour pas mal souvent des quatuors de clarinette, des ensembles, du jazz. Le jazz, il bouge encore plus. C'est rare que les groupes durent très très longtemps. En général. Mais il y a un moment donné où c'est bon, on a rempli toutes les cases, on a fait tous les dispositifs, tous les prix, tous les tremplins, toutes les aides, tous les machins. On est connu, on est tout à fait identifié, on a joué partout. Oui, mais il y en a d'autres nouveaux derrière, on n'est plus le jeune quatuor, le jeune trio, le jeune ensemble. Donc il faut renouveler un discours, renouveler de l'intérêt. Et c'est pour ça que c'est jamais acquis, c'est jamais tranquille. Les ensembles baroques, genre les Paladins, tout ça, qui ont été au début, c'est pas les tout premiers pionniers au début. C'est des vieux schnocks, ils sont plus programmés. Ils sont toujours aidés en revanche, mais ils sont très peu programmés. Je suis désolée, je suis un peu directe, mais bon, entre nous. Mais c'est vrai, ils vous le diront eux-mêmes, on les connaît bien. Ils sont toujours très bons, c'est pas le problème, ils sont toujours très bons, mais on les a beaucoup vus, alors ils sont toujours aidés. La DRAC, là, les soutiens, mais ils sont plus beaucoup programmés. Là, vous parlez aussi de la longévité. La longévité. Merci. Et qui est, j'ai envie de dire, un autre sujet qui est réel dans ces métiers-là, par exemple la musique. Le jeunisme est très important. Et il y a ça aussi avec les réseaux sociaux qui le renforcent, etc. Donc ça c'est un gros chapitre là, ce que vous êtes en train de... Oui, mais je voulais juste pointer que même en ayant vraiment eu toutes les cases de la renommée, de ce que vous voulez... C'est pas une assurance à vie. Non, il faut se renouveler. Ouais. L'essence artistique, c'est aussi la nouveauté, n'est-ce pas? On n'a que ça, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, l'innovation, mais enfin c'est difficile de dire, voilà, moi je fais un truc banal, sans intérêt, plat, voilà, non, il faut être innovant. Bon, j'aime parler de ça, je dis, ok, oui, vous jouez pour la 50 millième fois les derniers quatuors de Beethoven, on ne vous a pas forcément attendu, mais c'est vous que je viens écouter. Et il y a un discours pour que j'ai envie de vous écouter, vous. Je sais qu'il y en a eu plein d'autres qui l'ont joué, mais là c'est vous qui m'intéressez. À vous d'avoir un discours par rapport à ça. Et si vous ne l'avez pas, alors qui va l'avoir? C'est votre job. Ça fait partie de votre boulot, autant que de bien jouer. Moi, je voulais rebondir 2 secondes sur la notion de solitude qui est assez intéressante, cette question de mentorat aussi. C'est quelque chose qui, avec les artistes qu'on a rencontrés, qui revient beaucoup, de se sentir très seul face à tout ça, je le disais tout à l'heure. Et ce qu'on essaye de mettre en place aussi avec Un Rappel, c'est que ces jeunes artistes puissent se rencontrer entre eux et puissent se dire que, au-delà de ce que nous, on peut apporter, parce qu'on connaît un peu mieux les différents dispositifs de la mairie de Paris et autres, ils sont ressources les uns des autres, ils l'ont sûrement fait, d'autres l'année dernière, qui peuvent se donner des tips entre eux, tout ça. Et c'est quelque chose qui existe beaucoup aussi dans des comment on peut appeler ça, dans des collectifs ou dans des fédérations. Je pense à Urgence Émergence notamment, qui est vraiment un collectif d'artistes qui cherchent juste à se soutenir en tant qu'artistes émergents et à créer des choses et tout ça, mais ça prend du temps. Mais là, leur action du moment, c'est comment entre artistes on peut trouver entre nous du soutien pour passer tous ces moments qui sont aussi quelque chose de l'ordre de la santé mentale des jeunes artistes en fait. Globalement, les jeunes vont mal et les jeunes artistes vont aussi pas bien du tout. Et c'est ça qui est très chouette et que moi j'en ressors de très positif qu'on fait avec cette action de rappel, c'est permettre la rencontre entre tous ces gens
et qui puissent se redire qu'ils en sont capables et qui vont trouver autour d'eux, qui peuvent s'entourer et qu'ils ont l'entourage professionnel qui commence à avoir cet entourage professionnel-là sur lequel ils pourront compter. Et on a appris récemment qu'ils avaient un groupe WhatsApp des gens qui venaient aux ateliers. Donc ça marche. Ça marche Donc, on a réussi. On constate ça avec les gens qui suivent notre formation aussi, Voilà. alors qu'ils viennent d'univers assez différents. L'énergie du collectif, parce que finalement on se pose les mêmes questions, encore une fois, qu'on soit plutôt du jazz, de l'électro ou de la symphonie, on se pose quand même un peu les mêmes questions. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a créé aussi le côté formation, ça permet exactement ce que tu dis, d'échanger des expériences, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, que tout le monde se pose un peu les mêmes questions. Et moi, j'ai pas des jeunes gens dans la formation professionnelle. J'ai des gens qui sont d'âge différent, on va dire, mais c'est pas des jeunes qui sortent du conservatoire, quoi. Donc qui ont des expériences riches, variées, différentes. Et le fait de pouvoir les partager et se rendre compte qu'effectivement, c'est pas non, Jeff, t'es pas tout seul, quoi. Oui, non. Et que ça aide. Et c'est vrai que là aussi, il y a un effet de groupe, ils font des WhatsApp, et on voit, effectivement, ils se tiennent au courant, et on voit quand même, il y en a un certain nombre qui ont vraiment réussi leur projet, voire qui ont des CDI. Parce qu'on a du mal à croire, mais ça existe. Encore des questions, des remarques? Des choses à ajouter? Beaucoup. Ce serait très utile. Continuer. Il y a des grandes attentes. Notre prochaine rencontre professionnelle, non, la prochaine c'est sur le son, mais la prochaine d'après, est sur les métiers de la production. Ce sont des rencontres qu'on organise où on invite quelques professionnels et par petits groupes, le public peut les croiser, rencontrer, échanger. On l'avait pensé beaucoup pour des jeunes, mais en fait on se rend compte, oui, il y a des jeunes, mais beaucoup de gens, dois-je dire, je fais beaucoup d'accompagnement à la reconversion professionnelle, je fais beaucoup d'accompagnement à la VAE pour être enseignante, donc aussi mon premier critère, vous faites des études de musique super formidables, vous faites également des études de pédagogie si vous voulez être professionnel de la musique. C'est toi qui le sais. C'est la sonnette à l'entrée. Voilà. À l'entrée, oui. D'accord. On a déjà eu tout à l'heure, ça me surprend à chaque fois. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de les faire quand on est jeune, en pleine dynamique, que de le faire à 35 ans. La musique actuelle, c'est à 30 ans que je les retrouve. Ils sont évidemment pas du tout dans les clous de ce que l'on peut attendre pour le diplôme d'état de professeur de musique. Donc, voilà, mon conseil, faites des études, peu importe, tout me va. Faites des études, validez-les, allez beaucoup plus loin que les études. Ne vous contentez pas des études. Faites du bénévolat, oui, beaucoup. Allez dans les festivals, allez dans les lieux, c'est là où vous rencontrez des gens, c'est là où on vous repère. Si vous pouvez être en alternance, parce qu'il commence à y en avoir aussi, évidemment, c'est une entrée quand même idéale, autant dire. Et soyez curieux, quoi, voilà, soyez curieux. N'hésitez pas à solliciter les gens qui demandent qu'à être sollicités. Et aussi, je sais que ça marche pour la musique parce que je travaille pour un ensemble de musique aussi et n'hésitez pas à recontacter en fait, tous les intervenants pros que vous... Enfin, je dis ça pour les artistes, du coup, pas sur les sites, mais les intervenants pros que vous avez qu'il y a dans les conservatoires qui passent. Moi, ça fait partie de votre réseau, bien sûr. Et pareil pour le théâtre, les metteurs en scène invités, parrains des formations, etc. Nous, comment on a construit notre premier partenariat avec Un Rappel, c'est aussi avec la MC93 parce qu'on avait fait notre scénoscope là-bas. Et c'est la première pierre de l'édifice. Et en fait, une fois qu'on dit que la MC93 connaît le projet, en fait, c'est plus facile d'aller toquer à la porte de la Fondation de France. Et puis c'est ce que je veux dire. C'est voilà, on donne les signes positifs. En fait, il y a plein de signes positifs et il faut les identifier comme étant des signes positifs pour les interlocuteurs professionnels et s'appuyer dessus. Donc, rien n'est simple. Ça saurait. La définition du métier artistique, c'est son aléatoire. Rien ni personne ne peut garantir une carrière artistique linéaire, machin. Rien, ni personne. Donc, c'est une acceptation. Je suis un peu heureuse en disant mais personne ne vous oblige à être artiste. C'est une prise de risque. Pour tout le monde, c'est une prise de risque pour moi de vous programmer. C'est une prise de risque pour vous de vous livrer à un exercice artistique, de le prouver. C'est ça l'art. C'est très exactement ça. Donc, et quand même, il y a à soi de s'arranger ou de trouver effectivement les personnes, il y en a quand même,
qui peuvent aider, ne serait-ce qu'à échanger. C'est pas forcément une aide matérielle. Et il n'y a pas que des aides matérielles. C'est pour ça que je pars de ça. Ne demandez jamais d'argent, ne demandez jamais d'emploi en premier. Jamais. Jamais, vous n'en voulez pas. Des conseils, de l'échange, un avis, qu'est-ce qu'ils en pensent, d'autres contacts, oui. Et peut-être à la fin, quelque chose peut émerger. Mais il faut juste avoir conscience que vous avez en face de vous des personnes qui passent leur temps à dire non. Non, j'ai pas d'argent, non, j'ai plus de budget, non, j'ai pas le public. Bon, voilà. C'est pas agréable. Il ne faut pas croire que toutes ces personnes sont des sadiques qui ont une jouissance incroyable à dire non aux personnes sympathiques avec des projets intéressants. Et il y en a beaucoup qui viennent. Donc c'est pas la peine de tout de suite vous savez, comme dans la rue aujourd'hui, dès que quelqu'un s'approche, même moi qui suis vraiment pas une craintive, croyez-moi, non, j'ai pas 1 euro, non, j'ai pas de clope, non, j'ai pas. Et juste vous dire, est-ce que vous savez si c'est le nom de la rue? Ah oui, d'accord. Donc c'est un peu la même chose. Donc c'est pour ça, mon conseil, c'est vous commencez pas par demander de l'argent et par demander du boulot, vous commencez par échanger, parler, et après on verra. Non, pas une. Et après, on verra. Si, on ne demande pas de l'argent. Voilà, après on verra. Ça marche rarement comme ça, oui. Bah, tu sais, des fois, c'est bien de rappeler des évidences. C'est bien de rappeler des évidences, je crois. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup.